automne 1913. Carl Gustav Jung, 38 ans, psychiatre reconnu et dauphin de Freud, commence à faire des rêves terrifiants. Il voit l'Europe transformée en mer de sang, des fleuves charriant des cadavres, une vague gigantesque de destruction déferlant sur la civilisation. Ces visions le hantent nuit après nuit. Est-il en train de sombrer dans la folie ? Août 1914. L'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo. L'Europe s'embrase. La Première Guerre mondiale éclate. Jung reste interdit. Ses rêves ont anticipé la réalité d'un an. Cette expérience bouleverse sa conception des rêves et révèle une dimension insoupçonnée. Leur fonction prospective. L'inconscient ne se contente pas de digérer le passé, il pressent l'avenir. Mais comment Jung en est-il arrivé là ? Retour en arrière, 1900. Jung, alors jeune psychiatre clinicien de 25 ans, affronte quotidiennement la folie dans sa forme la plus brute. Face aux grands schizophrènes et psychotiques délirants, il n'est pas un théoricien en chambre, mais un clinicien qui expérimente. L'intuition révolutionnaire naît de cette confrontation directe. Là où ses collègues ne voient que des symptômes, Jung perçoit une logique secrète. Il passe des heures avec ses patients, recueille leurs rêves, leurs fantasmes. Et si la folie avait une structure ? Et si les productions de l'inconscient portaient une vérité ? La révélation fortuite arrive par un cas troublant. Émile Schweitzer, schizophrène délirant, voit dans le soleil un pénis en érection, dont le mouvement érotique produit le vent. Jung a l'intuition d'effectuer des recherches bibliographiques. Dans l'ouvrage d'Albrecht Dietrich, Une liturgie de Mitra, il découvre une vision identique, un tuyau pendant du soleil. Jung reste sidéré. Comment ce patient, enfermé depuis 1901, peut-il reproduire exactement des motifs mythologiques qu'il ne peut connaître ? Cette découverte fortuite lui révèle l'existence de structures universelles de l'inconscient, les futurs archétypes. Cette intuition, il l'éprouve aussi sur lui-même. Jung note ses propres rêves, analyse ses complexes. Ses songes personnels résistent aux grilles freudiennes. Les rêves ne dissimulent pas, ils révèlent, et avec une franchise parfois brutale. La rupture avec Freud plonge Jung dans une crise existentielle majeure. Avec un courage scientifique stupéfiant, il décide d'observer sa propre désintégration psychique comme un phénomène à étudier. Il induit volontairement des états hallucinatoires par l'imagination active, dialogue avec ses fantasmes, cartographie les territoires obscurs de son âme. Cette expérience, il la consigne dans son livre rouge, journal d'une exploration aux limites de la folie. C'est dans cette descente aux enfers qu'il fait ses découvertes révolutionnaires. Les archétypes ne sont pas des concepts, ce sont des figures qu'il rencontre dans sa chair. L'inconscient collectif n'est pas une théorie, c'est un territoire qu'il explore au risque de s'y perdre. Et c'est dans cet état de vulnérabilité psychique extrême
qu'arrivent les rêves prophétiques de 1913. Son effondrement personnel capte les tensions de l'âme collective européenne. Sa crise individuelle se révèle connectée au chaos de l'époque. Année 1920-1925. Jung retourne à sa clinique avec une méthode transformée. Ce qu'il a vécu dans sa chair, il peut maintenant l'analyser avec précision. Dans les fantasmes de ces schizophrènes, il reconnaît les mêmes archétypes rencontrés dans sa propre descente. L'ombre menaçante, l'anima séductrice, le sage intérieur, etc. La révélation technique. Les délires psychotiques révèlent les structures universelles de la psyché. Dans la désintégration mentale, les couches archétypales remontent à la surface, mais selon une structure dramatique que Jung identifie dans tous les rêves. Exposition, péripétie, dénouement. Le rêve n'est pas chaos, mais récit ayant sa propre structure. Dès lors, l'expérience clinique et l'expérience personnelle convergent. Nous ne rêvons pas seulement avec notre histoire individuelle, mais avec l'histoire de l'humanité entière. Les mêmes figures apparaissent spontanément chez tous les humains, hypothèse d'un inconscient collectif universel. Année 1930. Jung a maintenant 55 ans. Sa méthode est au point. Une patiente intellectuelle résiste à toute approche. Enfermée dans son rationalisme, elle raconte un rêve de scarabée doré. Jung applique sa méthode. Le scarabée, symbole égyptien de renaissance, suggère une transformation. Mais l'amplification va plus loin. Au moment précis où elle parle, un vrai scarabée frappe à la fenêtre. Jung l'attrape et le lui tend. Synchronicité créatrice qui brise ses défenses. 30 années d'expérimentation convergent vers cette révélation. Les rêves ne sont pas de simples phénomènes psychologiques, mais des ouvertures à l'être lui-même. L'inconscient peut orchestrer des coïncidences significatives qui révèlent notre participation à une forme d'intelligence transpersonnelle. Jung comprend enfin. Écouter ses rêves avec les bons outils, compensation, amplification, structure dramatique, c'est s'ouvrir à l'être. Non pas l'être de la métaphysique abstraite, mais l'être vivant qui pulse en nous et nous relie au cosmos. Ce chemin expérimental de Jung prend une résonance tragique dans l'histoire qui suit. Berlin, 1933. Charlotte Bérath, journaliste communiste, assiste à l'avènement du régime nazi. Réduite au silence, elle trouve un moyen inédit de résister. Recueillir les rêves de ses concitoyens. Entre 1933 et 1939, elle consigne 300 rêves d'Allemands ordinaires. Ce qu'elle découvre confirme les intuitions de Jung de manière glaçante. Voici quelques exemples saisissants. Un médecin rêve qu'il est renvoyé puis rappelé car lui seul peut soigner Hitler. Dans le rêve, il en est fier et se réveille en larmes, horrifié par sa propre collaboration onirique. Une femme rêve qu'elle ne peut plus dire « je t'aime » à son mari. Les mots se transforment automatiquement en « Heil Hitler », même dans ses moments les plus tendres. Le totalitarisme a contaminé jusqu'à son langage affectif. Un ouvrier rêve que les murs de sa maison deviennent transparents et que toutes ses pensées privées sont projetées sur écran géant pour que les voisins les lisent. L'intimité psychique elle-même a été abolie. Dans leurs rêves, les Allemands vivent déjà les horreurs à venir, pressentent l'apocalypse
avant qu'elle ne se déchaîne. L'intuition prophétique de Jung se vérifie de la manière la plus tragique. L'interprétation des rêves de Jung révèle une vérité anthropologique fondamentale. L'être humain n'est pas seulement un animal rationnel, mais un être rêvant, habité par une temporalité qui excède sa conscience immédiate. Le rêve révèle que nous sommes structurellement ouverts à des dimensions de l'existence que la raison instrumentale ne peut saisir. L'expérience de Charlotte Bérat sous le nazisme démontre que cette ouverture résiste même aux tentatives les plus radicales d'uniformisation. Quand les corps sont dressés, les mots contrôlés, les pensées surveillées, l'inconscient continue d'attester une vérité irréductible sur la condition humaine. Il révèle que nous sommes originairement en excès sur nous-mêmes. Écouter ses rêves n'est donc pas une simple technique de bien-être, mais véritablement un acte ontologique qui a à voir avec notre être même. C'est reconnaître que nous sommes habités par une temporalité prophétique qui nous précède et nous excède. Nos rêves révèlent que nous sommes toujours déjà en relation avec des possibilités d'être qui ne se réduisent jamais ni à notre passé, ni à notre volonté consciente. Cette découverte engage une responsabilité existentielle. Car si nous sommes structurellement ouverts à l'être, alors ignorer cette ouverture revient à nous mutiler ontologiquement. Le rêve devient ainsi l'attestation la plus intime de ce qu'on pourrait appeler notre finitude créatrice. Cette capacité proprement humaine d'être affecté par ce qui nous dépasse et de le laisser transformer notre existence. La pensée de Jung, résonnant tragiquement avec l'expérience de Bérat, révèle que rêver n'est pas un phénomène psychologique parmi d'autres, mais le mode d'être par lequel l'humain reste ouvert à sa propre transformation. Dans un monde qui privilégie la maîtrise et le calcul, cette ouverture constitue peut-être notre dernière chance d'authenticité. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci et à bientôt.